Le 22 juin 2017 à Paris La Défense, les clients de Minitab vous parlent d'analyse de données, de qualité et d'innovation, et les formateurs de Minitab vous éclairent sur les fonctions logicielles ayant permis le succès de leur projet. Madame Pesser de Seb Calor analysera devant vous à l'aide de Minitab un problème de soudure de goujon de la base chauffante de centrale à vapeur pour le repassage. Donc, ma présentation, elle va présenter 3 parties. Je vais vous présenter un petit peu le groupe Seb. Vous allez peut-être être étonné que vous avez certainement chez vous des appareils de petits électroménagers encore conçus et produits en France. Voilà. Après, je vais vous présenter notre notre système d'amélioration continue, qu'est-ce qu'on en a fait avec le groupe Seb, et puis on parlera du projet d'amélioration de notre poste de soudure. Le groupe Seb donc, et le site de Pont-Évêque. Donc nous sommes leader mondial du petit équipement domestique. Et notre vocation, c'est de faciliter et embellir votre vie au quotidien pour mieux vivre et partout dans le monde. Donc vous voyez un petit peu tous les produits du groupe. On est numéro 1 sur les articles culinaires, les cafetières, les bouilloires. Et moi, je vais plutôt vous parler des centrales vapeur. On a vendu beaucoup de produits depuis que je parle, parce qu'on vend à peu près 9 produits par seconde. Donc ça fait pas mal. Et voilà, présent dans 150 pays dans le monde. Un petit peu pour quelques chiffres du groupe. Après, les marques, il y a certainement des marques que vous connaissez. Alors les marques qui sont connues mondialement, c'est Tefal, Roventa, Moulinex, Krups. Après, peut-être moins connues, mais qui sont aussi mondiales, c'est All-Clad et Lagostina sur tout ce qui est plus haut de gamme sur les articles culinaires. Et puis après, en France, on connaît bien Seb et Calor. Mais qui ne sont présents, c'est des marques qui sont présentes qu'en France et en Belgique. Après, on vend les mêmes produits, mais sous marque Tefal ou Roventa dans le reste du monde. Et puis, tous les autres marques, vous les connaissez certainement moins. C'est des marques qui sont plus locales selon les pays. Et puis, cette année, on a racheté WMF. Donc, c'est un gros producteur en Allemagne. Donc ça, c'est pour les marques. Et puis maintenant, un petit peu notre représentation dans le monde. Donc on a 40 sites de production. Et comme vous pouvez le voir, on produit aussi en Chine. Mais on a 10 usines en France et 7 usines en Allemagne. Donc ça, comment on peut encore produire c'est de la production de masse, parce qu'on produit quand même beaucoup de produits dans des pays avec des salaires qui sont élevés, en France et en Allemagne. Je dirais qu'on a 2 piliers. Alors, ce n'est pas les piliers de Toyota, mais il y a l'innovation d'un côté et puis il y a la performance industrielle de l'autre. Et c'est grâce aux deux, et il faut les deux, pour pouvoir maintenir notre compétitivité et produire encore dans des pays européens. Voilà pour le groupe Seb en général. Et puis là, je vais passer sur la vidéo. Je vais commenter comme ça. Donc là, vous avez notre usine à Pont-Évêque. On a à peu près 850 personnes qui travaillent sur les sites de Pont-Évêque et Saint-Jean. Alors là, c'est 715 à Pont-Évêque. Et après, l'usine de Saint-Jean fait nos parties plastiques. On va fêter nos 100 ans de la création de la société Calor. Je vous parlais de l'innovation. On a le site de production, de conception qui est sur place. Donc il y a 2 activités, les fers à repasser, c'est ce qu'on appelle le soin du linge et soin de la personne que vous avez vu avant sur les sèche-cheveux. Pour ce qui est des fers à repasser, on est plutôt en baisse de production, mais qui s'est rattrapé par les centrales vapeur, parce qu'on monte en gamme. Donc voilà, on est autour des 2 millions de centrales vapeur produits par an. Et l'innovation, c'est la cuillère anti-calque. On a un fer sans fil. Il n'y a pas que les téléphones qui sont sans fil. Et puis l'épilation presque définitive à faire chez soi. Donc on a une plateforme logistique à Mions où on a tous nos composants et après c'est là où on envoie tous nos produits finis.
Donc ça, c'est les plateaux des centrales vapeur. Vous pouvez voir qu'on est assez robotisé. Donc on fait des tests sur nos produits et alors on peut se faire coiffer aussi sur le site et on peut amener notre linge et comme ça on a notre linge repassé et en plus ça aide à faire des tests on va dire de durée de vie de nos appareils. C'est les petits avantages de travailler à l'usine. Et là c'est donc je parlais de notre usine de plasturgie qui est basée à Saint-Jean, c'est à 18 km de Pont-Évêque. Voilà pour le groupe SEB, le site de Pont-Évêque et maintenant notre système d'amélioration continue, donc OPS, Opération Performance SEB. On a commencé dans le groupe en 2011, donc c'est assez récent, on a maintenant 6 ans. Avant, chaque site avait sa propre démarche, mais on n'avait pas fait un système commun pour tout le groupe SEB. Et puis on s'est dit, qu'on produise des casseroles, des fers à repasser ou des aspirateurs, on a tous des problèmes et il y a des méthodes, des outils pour résoudre ces problèmes. Donc autant mutualiser et construire un programme commun, d'où OPS. OPS, c'est basé sur des valeurs. Comme je vous dis, c'est récent, ça a 6 ans. Il y a d'autres sociétés qui avaient déjà fait leur propre système avant. Il y avait des réussites, il y avait des choses qui étaient moins bonnes. Donc on a pu aussi capitaliser sur les choses positives et moins bonnes des autres. Et on a construit donc notre propre système basé sur des valeurs. Déjà, c'est l'homme avant tout, l'homme au cœur du système. Et on a vraiment voulu que tout le monde s'implique, donc l'implication à tous les niveaux. Il n'y a pas une seule tête qui commande. Et on voulait associer santé et performance. On est une usine de production, tout ce qui est les TMS, troubles musculo-squelettiques, c'est important. On veut améliorer la santé de nos collaborateurs et on veut avant tout traiter des problèmes et pas déployer des outils. Alors ce que j'explique souvent dans les formations, c'est si vous avez des miettes par terre, utilisez la balayette. Si c'est la montagne qui s'écroule, vous apportez le bulldozer. Mais le bulldozer dans une cuisine, il va vous faire plus de mal qu'il ne va jamais ramasser les miettes. Donc adaptez les outils et pour là, c'est bien caractériser d'abord le problème et après on adapte les méthodologies. Voilà un petit peu pour la philosophie et nos valeurs. Et puis ces méthodologies, on veut améliorer nos performances au cours du temps. Le quotidien, ça va être nos fondamentaux. C'est les animations à intervalles courts, donc sur toutes les 5 minutes pour chaque équipe. On est une fois par semaine pour les services. On a le 5S, c'est les standards, l'organisation des lignes, et puis l'automaintenance. Et puis la vie d'un site, c'est pas un long fleuve tranquille, donc quelquefois on a des incidents. Et là, on va le traiter avec ce qu'on a appelé matrice, c'est le QRQC. Je ne sais pas si vous connaissez, Quick Response Quality Control. Matrice, ça veut dire méthode d'analyse et de traitement rapide des incidents SEB. Donc voilà, on utilise quelques outils. Et puis quelquefois, on n'a pas le temps d'attendre que ces petites améliorations nous améliorent notre performance. Et là, on va lancer des projets simples ou projets complexes selon le périmètre. Et ça va être le sujet de ce jour. Un projet simple. Et voilà, donc le projet soudure-goujon. Alors, je vous ai amené une petite cuve pour vous montrer un petit peu. Alors, j'ai aussi après le plan d'une centrale vapeur. La centrale vapeur, si c'est plus performant qu'un fer, c'est parce qu'on produit la vapeur en dehors du fer, dans cette cuve. Enfin là, vous voyez que la demi-cuve. Donc on va pouvoir la monter sous pression et après seulement elle arrive dans le fer et donc elle arrive avec plus de puissance. La cuve, donc on a une partie qui emboutit et puis il faut un élément chauffant pour chauffer. On va avoir un graphite pour améliorer l'échange thermique et pour mettre l'élément chauffant sur la cuve, il faut des goujons qu'on va visser et donc il faut souder ces goujons. Et on a des takt time de 12 secondes. Donc là, c'est une petite cuve qui a 7 goujons, mais on peut avoir des plus grosses cuves à 10 goujons. Donc ça veut dire que ça soude toutes les secondes. Donc c'est un poste qui est vraiment très sollicité et il faut qu'il marche, il faut qu'il tourne. Et on avait avec ce poste des problèmes de panne.
Donc au démarrage du projet, alors là c'est un petit peu le poste, on va souder les goujons, on va poser le graphite et puis après on va poser l'élément chauffant et on va visser et après la demi-cuve est prête pour passer sur l'autre partie de la ligne et produire la cuve en entier et faire tous les contrôles de cette cuve. Donc cette demi-ligne, c'est vraiment le poste goujon qui pose problème. Donc au démarrage du projet, on démarre toujours un projet avec ce qu'on appelle un CIPAC. Alors moi j'aime beaucoup ça parce qu'avec un seul slide, ça vous résume tout le projet, toute la problématique. Donc on avait des aléas de 7% sur ce poste-là. Donc ça provoque des arrêts, des pannes. Et alors on n'attend pas de faire des non-conformes, c'est dès que le poste ne soude pas bien, paf, on arrête le poste. C'est toujours quand on est en train de produire, il ne s'arrête jamais quand on n'est pas en production. Donc ça fait des modes dégradés, c'est-à-dire que on est obligé, pour que l'autre partie de ligne fonctionne, on fait des cuves d'avance et on va mettre une personne pour charger les cuves d'avance et le temps qu'on répare ce poste de soudure. Donc l'objectif c'était de diminuer les pannes, de limiter tous ces modes dégradés et puis de supprimer les heures supplémentaires. Donc les heures supplémentaires c'est les week-ends qu'on faisait marcher la ligne pour faire de l'avance. Donc le périmètre, on a 2 lignes de cuves, donc c'était l'ensemble de ces lignes. Et donc l'objectif c'était un gain de TRS, surtout supprimer les heures dans mode dégradé, les heures de maintenance. Et puis je vous disais, santé, performance. La santé, c'est tout ce qui est mode dégradé. On sait que c'est un risque de sécurité, d'accident en plus, parce qu'on travaille dans le stress. On fait du travail qui normalement n'est pas prévu. Donc si on peut supprimer tous les modes dégradés, on améliore notre sécurité. Vous avez le timing, et puis là j'ai mis juste les fonctions des personnes de l'équipe. Voilà. Donc ça, c'est le démarrage d'un projet. On fait notre CIPAC, et puis après, on va le définir. Définir notre projet, c'est se mettre d'accord avec le sponsor, les personnes de l'équipe et pour démarrer. Donc c'est faire une voix du client. Alors certainement pas aussi développé que ce que vont pouvoir nous montrer les intervenants après, mais pour être bien sûr que notre problème, c'est un problème de coût, de mode dégradé. Le CIPOC qui permet de cadrer le projet. On fait aussi une analyse de risque pour dire est-ce qu'on y croit ou pas. Et puis dire au sponsor, attention, là il y a un risque. Bon, là il n'y avait pas de risque. Il nous faut du personnel. Alors c'est souvent le risque, c'est la disponibilité des personnes et pour qu'on arrive au bout du projet. Et puis après ça, on peut signer la charte de projet. Après, on arrive à la phase mesurée, on va mesurer le processus tel qu'il est. Alors, on est très automatisé, on a beaucoup de mesures, mais en général, on n'a pas celles qu'on veut. Donc, il faut faire des mesures en plus, du bâtonnage. Et alors, déjà, là, ce qu'on avait comme mesure, c'est dire qu'on avait en moyenne 5 heures de panne par semaine. 5 heures de panne par semaine, ça représentait 600 heures de mode dégradé par an. Et en week-end, c'est 16 heures sur 38 week-ends travaillés pour faire de l'avance. Et vous voyez, on retrouve les 600 heures, 608 heures en week-end payés. Côté qualité, dès que le poste ne fonctionne pas bien, on arrête. Donc on n'a pas trop de problèmes de qualité, 0,3% quand même. Mais il y avait un point de vigilance aussi, c'est que ça peut, avant que le poste ne s'arrête, il y a un risque pour le client après quand on a des copeaux, donc un mauvais échange, et ça fait des retours SAV. Voilà. Donc, on démarre. Qu'est-ce qu'il faut mesurer ? On a fait venir nos experts, nos fournisseurs de goujons, des spécialistes de la soudure, et puis on leur a demandé, et on a fait un Ishikawa comme ça pour savoir un petit peu ce qu'il y avait. Et puis après, on regarde qu'est-ce qu'on peut mesurer, et puis il y a d'autres choses où il faut faire des essais. Bon, par gagnant, on prend d'abord qu'est-ce qu'on peut mesurer, et puis on le mesure en ligne et on ne fait pas d'essais supplémentaires. Et on voit déjà si on peut améliorer les choses avec ça. Grosse phase mesure qui faisait intervenir donc, le technicien, l'animateur de ligne, les méthodes pour avoir exactement quand est-ce qu'on avait des pannes, quand est-ce qu'on avait des arrêts.
Et alors ce projet, je l'aime particulièrement parce que la maintenance me disait, de toute manière, les têtes de soudure, c'est aléatoire, ça tombe en panne, quelquefois c'est au bout de 5 heures, quelquefois ça tient 50 heures, on ne sait pas, on ne peut pas savoir et on ne peut pas faire de la maintenance dessus parce qu'on ne sait pas. Donc on essaye de rationaliser tout ça, je dis, allez, notez moi à chaque fois les heures et puis on va analyser tout ça. Donc on a analysé pas mal de choses, mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est avec Vebool. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que j'ai le temps de montrer avec Minitab ou je suis limite j'ai le temps? Alors, c'est pas une modélisation pour savoir exactement... faire une vraie modélisation du poste, mais c'est avoir quelques notions de quand est-ce qu'il faudrait changer les têtes avant d'attendre que le poste tombe en rade. Donc, c'est les mandrins. On a noté les défaillances et combien de temps. Donc, il y en a un qui a tenu 10 heures, l'autre 16 heures, 29 heures, 30 heures, 35 heures. Et là, les gars de la maintenance, ils rigolaient. Tu vois, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Donc, on laisse comme ça et puis on attend que ça tombe en panne. Donc, on va dire, allez, on va dans statistiques. Et puis, donc, on fait fiabilité suivie, analyse de répartition, tronqué à droite, et je veux une analyse de répartition. Donc, je mets en variable, ce sont mes heures. Alors, moi, je prends Vebool à 3 paramètres. Dans une autre vie, j'ai fait de la qualité on essayait de pas faire de l'obsolescence programmée et faire que nos produits durent dans le temps, surtout avoir moins de SAV. Du coup, j'étais un peu habituée à Vebool. Alors, j'aime pas avoir des seuils négatifs, avoir des pannes à moins 10 heures, ça me plaît pas, donc je mets un seuil à 0. Et puis, on lance. Donc là, qu'est-ce que Minitab nous dit ? Il nous donne un petit peu, si tu veux, moins de 5% de 1% de défaillance, c'est toutes les 6 heures, il faudrait le changer. Et puis, là, on avait... Donc, ici, vous avez les heures à partir desquelles on a les défaillances, et ici le taux de défaillance qu'on peut avoir sur les mandrins. Et là, ce qui nous intéressait bien, c'est que si on a moins de 10% de défaillance, donc 90% de chances que ça fonctionne, c'est toutes les 14 heures qu'il faudrait changer le mandrin. 14 heures, c'est 2 équipes pour nous. Donc ça peut tenir une journée, et puis tous les matins, on peut programmer le fait de changer les mandrins avant la production, donc ça tombe bien. Et puis, comme ça, on a mis en place le cadencement en disant tous les matins, avant l'équipe du matin, on va changer les mandrins. Donc, je suis retournée voir la maintenance, je me dis, vous voyez ? Et on va mettre en place ça, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, on continue. On met en place donc, le changement des mandrins tous les matins avant le début d'équipe. Puis, on a quand même travaillé sur l'encrassement du poste parce que les soudures, je vous dis, une soudure toutes les ondes, ça fait un poste quand même très encrassé. On a formé le personnel sur la maintenance. Et donc, avec tout ça, je vous montre quelques photos un petit peu du poste. Alors là, vous avez une plus grosse cuve, c'est pour ça qu'il y a plus d'écrous, de goujons, je veux dire. Voilà un petit peu le poste avant. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites sur le nettoyage du poste, les têtes de soudure, les mandrins. Et voilà, le résultat, c'est qu'une fois qu'on a mis en place ce changement en début de chaque matinée, on est passé d'un taux de panne qui était autour des 5 heures à 1 heure de panne par semaine. On a amélioré de 75% nos pannes. Donc là, c'était pas mal. Minitab, là-dessus, c'est la touche, l'assistant que j'appelle, c'est Minitab pour les nuls. Je l'utilise tout le temps, c'est fait pour moi. Donc, on a Minitab ici. Heure de panne. Donc, le avant-après de l'assistant est vraiment très bien fait. Bon, donc, c'est les nombres de semaines, les heures de panne. Si vous allez dans l'assistant, carte de contrôle avant-après. Là, j'ai des variables continues. Je suis en heure. J'ai pas de groupe, de sous-groupe. Donc, toutes mes données sont dans une colonne. C'est mes heures de panne. Mes étapes, j'avais un avant-après. OK.
Et puis là, il me fait tous mes tests d'hypothèse et la carte de contrôle, c'est le 2 en 1. Donc, je n'ai pas modifié mon écart type, mais j'ai surtout modifié ma moyenne, c'est ce que je voulais. Hein. Et on voit graphiquement voilà, qu'on a bien diminué toutes les pannes du poste. Alors, il n'y a pas beaucoup de points parce que si sur 4, c'est 1 point par semaine. Donc, ça fait 4 semaines, 1 mois, on a amélioré. Après, on le suit. Vous allez voir sur la phase contrôlée. Mais pour le projet, là, c'est significativement différent. Voilà. Donc, la phase contrôle, on se dit tout ce qu'on a suivi, les heures de panne, les modes dégradés et les heures supplémentaires, faut les suivre. Là, on a prouvé qu'on s'était amélioré, mais comment on le maintient dans le temps ? Tout ça, c'est bien suivi avec les gestionnaires d'équipement. Tout ce qui est mode dégradé et les heures en plus, on suit notre coefficient K. Donc là, il n'y avait pas de souci que ça soit suivi. Et s'il y a une dérive, on le verrait. Et puis, les heures supplémentaires, les week-ends d'ouverture, le chef d'équipe, il n'aime pas ça, donc il le suit aussi. Donc les résultats, on est passé de 5h à 1h15, 75% de réduction des pannes. Les heures dégradées, pareil. Et le week-end, ça se voit directement. On avait 36 semaines à 16 heures d'ouverture le week-end. Et l'année dernière, on n'a fait que 5 heures sur 4 semaines. Donc, on a amélioré 85% en moins. Voilà. Et puis, ça, c'est le petit slide qu'on fait en général quand on a 5-6 projets à la fin qui sont clôturés. On fait une petite célébration pour montrer entre nous sur toute l'usine ce qui s'est fait. Et on récapitule qui étaient les membres de l'équipe, l'objectif, la problématique du projet, l'objectif, un petit graphique qui montre les réductions de panne. Et puis, ce qui peut être aussi démultiplié ailleurs pour donner des bonnes idées sur les autres lignes. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Maintenant, si vous avez des questions. Je voudrais savoir sur quels critères vous passez d'un CIPAC sur un projet. Je vais travailler dessus concrètement. On a 5 critères, on va dire. C'est est-ce qu'on va améliorer la sécurité ou est-ce qu'il y a un problème de sécurité? Et là, c'est prioritaire s'il y a un problème de sécurité dans l'environnement. Après, c'est quels sont les gains qu'on va pouvoir faire avec le projet. Donc, un projet, c'est à peu près 6 mois. Si on gagne 1 000 €, on ne le fait pas parce qu'on va dépenser plus en réunissant les équipes. Donc, il faut qu'il y ait... à partir de 15 000 €, on se dit ça vaut le coup de démarrer le projet. Hors sécurité. Hein. Et puis après, on va dire, on va avoir un critère, c'est est-ce qu'on a les connaissances, est-ce qu'on a est-ce qu'on maîtrise la technologie ou est-ce qu'on se dit là on s'embarque dans un truc qu'on ne maîtrise pas, va falloir intervenir des sociétés extérieures. Donc là on dégrade la note, on va dire. Et puis est-ce qu'il va falloir beaucoup d'investissement ou est-ce qu'avec un moindre investissement on va y arriver. Donc tout ça, on multiplie tous les facteurs et puis après on a des ordres de priorité. Je vous dis, on a 25 pilotes. Donc, quand il y a un pilote qui a clôturé son projet, on regarde le frigo. Et puis, avec lui, il y a aussi son affinité. Il y a chaque pilote est différent. On préfère tel ou tel... à ses préférences. Donc, on va avec lui, avec la liste dans le frigo, se dire, tiens, tu vas démarrer ce projet-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Bonjour, Jean-Paul Souris, expert en maintenance. Ça tombe bien. Vous avez trouvé une solution en faisant des échanges systématiques, puisque tous les matins vous changez. Oui. Mais est-ce que vous avez vraiment trouvé les causes premières qui expliquaient les pannes? Alors, la cause, on a travaillé beaucoup sur l'encrassement. Parce que c'est un poste qui s'encrasse énormément et il y avait aussi, on a travaillé sur la formation parce que les mandrins sont réparés, en fait ils ne sont pas systématiquement changés, sur la formation des personnels de maintenance pour qu'ils sachent bien réparer un mandrin et le remettre à neuf. Donc voilà, les causes racines qu'on a pu trouver, c'est la formation du personnel pour avoir des mandrins qui durent longtemps, et puis le fait de changer systématiquement. Merci. Et l'encrassement.
Oui, bonjour. Juste un commentaire par rapport au moment où vous avez fait votre étude, vous aviez un échantillon d'une taille relativement réduite pour choisir cette maintenance préventive à 14 heures. On le voyait bien d'ailleurs sur la planche tout à l'heure, vous aviez un intervalle de confiance qui était relativement large. Donc vous avez choisi, et ça s'est montré très pertinent, de choisir au centre de l'intervalle de confiance. Par contre, une fois que vous avez mis en place cette maintenance préventive, en fait, votre échantillon a continué à s'incrémenter au fur et à mesure que le temps a passé. Et maintenant, vous avez encore plus de recul. Et le fait que vous ayez mis en place cette maintenance préventive, vous avez maintenant un échantillon qui est censuré, puisque vous avez des pannes, et vous avez aussi des mandrins que vous avez retirés de la production avant la panne. Donc, vous avez peut-être la possibilité, à plus longue échéance, de revisiter un petit peu cette stratégie avec un échantillon de taille plus importante, peut-être, et peut-être ajuster ce 14 heures pour faire du 21 heures ou du 28 heures, si financièrement, ça a un intérêt d'ajuster cette maintenance pour réduire ce coût de remplacement systématique, parce que remplacer un mandrin, j'imagine, c'est un coût également. Le 14 heures, effectivement, on a, mais comme on le change systématiquement à 14 heures, maintenant on n'a plus, il y a plus de quoi dire, il aurait pu tenir 21 heures ou 22 heures parce qu'on les a plus. Et ce cadencement, ça nous va parce que ça correspond à 2 équipes. En fait, maintenant, le gap, il faudrait que ça tienne 28 heures pour que ça soit valable, parce que sinon, on ne peut pas arrêter la prod au milieu de 2 équipes. Enfin, la prod, elle est lancée pour 14 heures. Et puis, voilà. Donc, c'est vrai que le 14 heures nous arrangeait bien. Et le gap, c'est 14-28. Mais si on se dit 14, on fait à 15... Finalement, on ne va pas gagner parce qu'on ne change pas les... Et le 28 heures était en dehors de l'intervalle de confiance que vous nous avez montré tout à l'heure. Et le 28 heures, ça passait pas. Merci. Sylvain Cacheleux, Aspen Pharma. Pour faire les calculs statistiques, vous avez utilisé la loi de Weibull. Comment avez-vous choisi cette loi-là? Est-ce que vous l'avez déterminée via Minitab ou via l'expérience, via des connaissances? Alors, je vous ai dit, j'avais travaillé avec Weibull en essayant de modéliser la fiabilité de nos appareils sur le SAV à plus longue, avec des durées de 5 ans. Et du coup, je connaissais Weibull et j'ai pas trop creusé. Je me suis dit, je vais faire avec ce que je connais. Surtout que là, on voulait pas vraiment, une analyse très très fine. C'était pour initier les personnes de la maintenance et leur dire, avec du cadencé, attendez pas la panne, mais voilà, avec du cadencé, vous améliorerez les choses. Et on peut définir, même si ça paraît des pannes aléatoires, on peut définir un cadencement. Donc, c'est vrai, c'est pas une analyse très poussée, c'est pas une modélisation, mais c'est plutôt du pragmatique pour la prod et ça marche. D'accord. Voilà. Merci. Plus de questions? Bon, je vous remercie. Prenez rendez-vous avec les formateurs Bruno Sibilia, Samy Chahabi et Robert Collis et les commerciaux Julien Detemps, Younes Larage et Romain Tavernaro pour aborder les sujets qui vous sont propres.